Bonjour, je remercie les organisateurs pour l'invitation qu'ils m'ont faite à ce salon. C'est ma première fois au CIFAL. Et puis je remercie mon ami et chef de service, professeur Zoberi, qui a fait le lien justement avec les organisateurs de ce salon. Donc je vais avancer comme ça. Alors vous vous en doutez bien, il n'y a pas qu'un seul rôle du pharmacien dans la peau et le cancer, il y en a plusieurs, donc je mets tout cela au pluriel. Alors, peau et cancer, c'est plusieurs enjeux avec plusieurs axes et des niveaux d'intervention pour le pharmacien, donc plusieurs niveaux justement d'intervention. Le premier, c'est sa participation à la prévention et au dépistage des cancers cutanés. Ça, c'est le 1. Le deuxième, c'est la délivrance de traitements spécifiques des cancers cutanés. Et le troisième, c'est une aide à l'identification et à la gestion des effets secondaires des thérapies anticancéreuses, tout cancer confondu. C'est-à-dire que quand vous êtes pharmacien, que vous soyez hospitalier ou en officine, vous avez un degré d'intervention, qu'il soit au niveau du cancer de la peau ou bien au niveau de tous les cancers, faisant intervenir à chaque fois la peau. Donc plusieurs axes et niveaux. Le premier, c'est la participation à la prévention et au dépistage des cancers cutanés, puisque le pharmacien d'officine permet d'avoir une écoute de proximité. J'insisterai beaucoup sur la proximité avec le patient, et puis aussi de participer ou même d'organiser des campagnes de prévention primaire. C'est-à-dire qu'il va avoir une action sur un facteur risque totalement modifiable, qui est le soleil, que vous voyez ici dans l'affiche à droite. Et il va avoir donc une intervention sur la protection solaire chez les sujets à risque, et puis une sensibilisation et une vigilance chez les patients en situation d'immunosuppression. Donc ce rôle dans la sensibilisation du grand public est crucial, et puis parce que finalement ce sont des cancers qui peuvent être évitables pour beaucoup d'entre eux, en tout cas je parle des cancers cutanés, vu que le facteur principal c'est l'exposition aux rayons ultraviolets et qu'il va falloir éviter les expositions intensives, intempestives et non contrôlées au soleil. Il faudra donc, pour le pharmacien, communiquer en alertant sur l'épuisement de ce qu'on appelle le capital soleil. Il faut communiquer aussi en identifiant les phototypes à risque parmi les patients que vous verrez au quotidien. Parce que, je le rappelle encore une fois, nous voulons avoir un impact sur la survenue de certains cancers cutanés. Donc, justement, pour connaître ces phototypes à risque, je vous invite à consulter cette classification utilisée par tous les dermatologues qui facilite, si vous voulez, la classification dans le phototype. Elle est basée sur notre capacité à bronzer et notre tendance aux brûlures. Et puis, elle est largement utilisée pour évaluer le risque de cancer de la peau. Et d'ailleurs, elle fait totalement la corrélation avec la protection solaire. Et puis surtout, il y a une relation linéaire, inversement proportionnelle entre cette classification et le risque de survenue des cancers cutanés, qui est totalement vérifié. Donc concernant la notion de capital soleil, c'est une notion un petit peu abstraite, certes, mais elle nous permet de connaître la quantité des ultraviolets que la peau peut recevoir sans dommage à long terme avant de faire un cancer ou bien avant de vieillir. Vous avez vu que j'ai mis le vieillissement vraiment en second plan. C'est finalement la capacité de réparation de l'ADN des cellules cutanées endommagées lors des mutations engendrées par les ultraviolets. Donc ça veut dire que nous devons préserver cette capacité de réparation. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le capital soleil, finalement, il est variable d'un individu à l'autre, selon son phototype, clair ou mat, selon ses habitudes solaires, selon ses antécédents. Et comme c'est une notion qui n'est pas précisément quantifiable, on en est souvent réduit à constater après coup qu'un patient l'a entamé ou dépassé lorsqu'apparaissent déjà les lésions de cancer. Donc votre rôle, en tout cas le rôle du pharmacien dans la prévention et dans l'initiation d'un dépistage précoce des cancers en officine
fait que l'attitude préconisée pour tous les soignants que vous êtes en première ligne, en premier recours, ou je préfère de proximité, privilégier donc une communication transparente, c'est très important, une participation nécessaire, voire obligatoire à l'éducation des patients, et puis une promotion essentielle à la sensibilisation et puis aussi à l'auto-examen. Et pourquoi cela? C'est parce que la peau le permet tout cela, car elle est accessible à la vue, à la palpation, et puis à beaucoup d'autres sens, comme des questions qu'on peut poser sur le prurite, les démangeaisons, les sensations de brûlure. Donc une symptomatologie totalement accessible aux médecins et aux non-médecins. Donc, si vous voulez, il faudra d'abord prévenir, mettre en garde les patients à peau claire, si on veut résumer un petit peu, conseiller une photoprotection et le mode d'application, évidemment, pas seulement les écrans, mais aussi la photoprotection vestimentaire, écouter, s'enquérir chez ces patients en officine de leur état cutané, de leurs antécédents personnels, de leurs antécédents familiaux de cancer, c'est-à-dire qu'il y aura des questions à poser par rapport au nombre de grains de beauté, par exemple, par rapport à des nouvelles lésions, par rapport à des antécédents de greffe d'organes ou d'immunosuppression, pour enfin orienter les patients pour lesquels une consultation sera nécessaire pour ce fameux dépistage précoce. Donc voilà, je reviens, prévenir, conseiller, écouter, s'enquérir et orienter, c'est ce que je voudrais qu'on retienne sur cette planche. Et si je veux résumer sur le terrain, quelles sont les personnes à risque? Il y a 5 situations dites d'officine ou de comptoir pour lesquelles je vous invite à être très très vigilant. C'est le patient âgé de la cinquantaine présentant une calvitie, c'est les patients ayant subi une transplantation rénale, car le risque de carcinome, principalement le carcinome épidermoïde, est multiplié par 65 à 250. C'est les patients travaillant en extérieur et au teint clair. C'est les patients de la cinquantaine à peau claire aussi, et puis un individu qui a accumulé des rayonnements ultraviolets depuis l'enfance. Et tout ça, on peut le faire au comptoir, c'est des questions qu'on peut poser. En tout cas, quand on a une proximité avec les patients qui viennent vous voir, je pense que c'est des choses que l'on peut savoir. Mais finalement, dans votre rôle en oncodermatologie, qu'est-ce qu'on cherche à éviter? Comment vous pourriez participer, voire initier le dépistage des cancers cutanés? Et après, quelles orientations proposer à vos patients? Pour cela, il faut avoir des notions d'oncodermatologie ou de dermatologie oncologique, comme on dit, et pouvoir donc les communiquer aux patients en les vulgarisant en officine, pour pouvoir participer aux concertations pluridisciplinaires qui mènera au meilleur choix pour le patient atteint de cancer, et ça je parle beaucoup aussi des pharmaciens hospitaliers, pour pouvoir enfin jouer votre rôle pleinement dans le parcours de soins du patient atteint de cancer cutané, mais pas que, des autres cancers aussi sont concernés. Alors, le contexte et les enjeux des cancers cutanés, c'est qu'il y a plusieurs types de cancers cutanés et ils sont dominés par ces 3 grands groupes. Les carcinomes cutanés, ce sont les plus fréquents, ils représentent 80% des cancers cutanés. Les mélanomes, ce sont les plus métastatiques et les lymphomes, ce sont les plus complexes. Et nous en savons quelque chose, je travaille à l'hôpital Mustapha où nous en avons beaucoup. Alors pour les carcinomes, il faudra retenir que nous en avons 2 types principaux, qu'ils apparaissent principalement après 50 ans, que ce sont les zones photoexposées qui sont le plus souvent atteintes, et puis que les expositions excessives prolongées au soleil sont le facteur de risque principal, quitte à me répéter. Et puis surtout, j'aimerais qu'on retienne que le traitement est facile, mais sous condition qu'il soit détecté tôt. Et justement, parce qu'ils gardent quand même une possibilité d'évolution qui peut être mutilante avec l'apparition de carcinomes localement avancés, voire invasifs, et un potentiel métastatique s'ils ne sont pas traités à temps. C'est une perte de chance pour le patient. Donc, pour ne pas avoir des situations comme celle-ci, en précisant que le dernier, c'est un de nos patients,
Il faudra s'alerter devant toute lésion traînante quand vous la voyez en officine ou quand le patient s'en plaint. Et il y a des lésions suggestives de carcinome. Le CEC veut dire carcinome épidermoïde cutané, et avec une orientation essentielle vers le dermatologue à partir du moment où une lésion va être chronique, ne va pas cicatriser, même si elle est attribuée selon le patient à un traumatisme. Si une croûte va persister, s'il y a une modification de l'aspect, si l'aspect est un petit peu saignotant partout, ou bien si quelqu'un a ce qu'on appelle, vous le voyez en bas sur le front et le crâne du patient, s'il y a un champ de cancérisation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une calvitie, qui s'est beaucoup exposé, qui a un phototype clair et qui a plein de petites lésions que vous avez du mal à identifier, envoyez chez le dermatologue. J'avance. Pour les carcinomes basocellulaires, c'est le deuxième type de carcinome cutané, l'orientation aussi se fera devant toute lésion nodulaire, c'est des petites lésions en boule nouvellement apparues, si une lésion va persister et si une lésion vous semble enchâssée dans le derme, s'inquiéter, envoyer vers le dermatologue. Pour ce qui est de la lésion pigmentée, et là ça va nous évoquer des mélanomes, on s'alerte un petit peu plus parce que je vous l'avais dit, c'est là où il y a le plus grand potentiel métastatique. Le mélanome donc est moins fréquent que le basocellulaire, mais il est bien plus inquiétant, ce qui en fait le cancer de la peau le plus grave, avec une détection précoce qui est cruciale, car vous voyez, vous pourrez agir sur, si vous voulez, cette marche un petit peu morbide, parce que finalement, quand le mélanome est localisé, il y a quand même 98% de survie à 5 ans, alors qu'une fois qu'il est métastasé, il y a seulement 15% de survie à 5 ans. Évidemment, je parle d'avant l'avènement des thérapies actuelles. Et donc, avant, pour ne pas arriver à des situations comme celle-ci, de mélanome non résécable ou métastatique, il faudra retenir qu'un aspect de mélanome débutant un aspect clinique peut être très très variable, que la topographie est clairement ubiquitaire et que c'est vrai qu'on peut s'aider en regardant un petit peu sur Internet, c'est ce que fait tout le monde finalement, s'aider du fameux abécédaire ABCDEE. Je préférerais qu'on retienne que l'orientation doit être essentielle, qu'elle doit être rapide vers le dermatologue devant toute lésion pigmentée. J'ai mis plus ou moins dans un cercle parce qu'il ne faut pas toujours faire confiance à ce que va vous dire le patient. Il y a des lésions qui sont apparues, il vous dit ça fait plusieurs années, il n'est pas toujours très sûr. Dès que vous voyez qu'il n'est pas très sûr, je conseille plutôt de l'orienter vers le dermatologue assez rapidement. Donc il faudra insister, encourager le patient à consulter, quelle que soit son histoire clinique, l'aspect ou le siège de la lésion, en oubliant un petit peu l'ABCDR, laissez ça au dermato. Pour ce qui est des lymphomes cutanés, qui sont un petit peu plus rares, mais que nous voyons beaucoup à l'hôpital, je vous invite à orienter vers un dermatologue si vous avez une lésion rouge, qu'on appelle nous érythémateuse, avec des squames, des squames par-dessus, si elle récidive rapidement après un traitement local, si ça s'étend, ça se multiplie sur les autres lésions du corps, s'il y a beaucoup de démangeaisons, que souvent on attribue à des allergies, à qui on va donner peut-être des antihistaminiques, attention dans ce cadre-là à la délivrance sans ordonnance ou bien à l'automédication des patients pour ne pas arriver à des situations comme celle-ci à l'hôpital. Donc encore une fois, le dermato, car les lymphomes, même si le plus souvent ils sont indolents, vous avez quand même 20% d'aggravation vers une extension des ulcérations, des tumeurs, un peu ce que nous vivons comme ça. Alors je passe maintenant qu'on s'est un petit peu, j'allais dire, familiarisé avec les cancers cutanés, à la délivrance des traitements spécifiques des cancers. Et là, vous verrez qu'il n'y a pas que les pharmacies hospitalières qui sont concernées, mais la pharmacie d'officine, elle aussi, peut avoir son rôle, et même un grand rôle. Puisque, quand il s'agit de cancer cutané, vous avez des traitements topiques immunosuppresseurs et vous avez des traitements systémiques. Donc il y a des produits à connaître de plus en plus nombreux et des indications de plus en plus spécifiques pour ces cancers cutanés. Donc voici traitement topique et systémique.
Alors justement, donc cette particularité du cancer cutané, qui est l'indication de traitements topiques ou locaux, ce qu'on appelle en anglais les SDT ou Skin Directed Therapies, concerne les carcinomes basocellulaires, certaines lésions précancéreuses des carcinomes épidermoïdes cutanés, et puis aussi le mycosis fungoïde, qui est le lymphome cutané le plus fréquent. Alors, les thérapeutiques topiques qui pourront être délivrées en pharmacie de ville, je pense que ceux qui travaillent déjà en officine les connaissent, c'est l'imiquimod, qui est un immunomodulateur, et le 5-fluorouracil. À part la délivrance, peut-être que le rôle du pharmacien à ce moment-là, c'est d'expliquer ou de réexpliquer le mode d'application, parce que c'est un petit peu complexe, 1 fois par jour, 8 heures de pause, 5 jours par semaine, ne pas utiliser tous les jours, et informer sur certains effets indésirables, parce que vous savez que les effets indésirables peuvent être à l'origine d'un manque d'observance. Même chose pour le 5-fluorouracil. Donc voilà, vous avez actuellement, vous avez des tas de génériques qui sont disponibles normalement dans la pharmacopée actuelle. Et puis vous avez aussi des thérapeutiques topiques, mais qui ne sont pas réservées aux pharmacies d'officine. Ce sont des thérapeutiques topiques qui pourront associer un équipement et puis des produits de délivrance pour l'instant hospitalière. C'est ce qui va être à l'origine de la dermatologie interventionnelle, comme la photothérapie interventionnelle, comme la photothérapie dynamique, où on va procéder à l'application d'un produit photosensibilisant sur la tumeur et directement l'irradier. Donc voici les produits et une irradiation juste après, pour principalement indiquer dans les champs de cancérisation avec des lésions précancéreuses de carcinome épidermoïde. Pour les lymphomes, il y a une seule thérapeutique qui pour l'instant est réservée à la délivrance hospitalière que nous n'avons pas encore, qui s'appelle le chlorméthine en gel, qui est une chimiothérapie locale qui est recommandée et spécifiquement développée pour le mycosis fungoïde, le fameux lymphome T dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a eu déjà l'approbation FDA depuis 2013 et européenne depuis 2010. Et c'est une prescription au long cours qui va avoir l'avantage de permettre le recours différé au traitement systémique de type chimiothérapie systémique ou bien biologique. Évidemment, quand il y a une tendance à l'irritation, tous ces traitements topiques qui sont des chimiothérapies peuvent donner des irritations. Vous retrouvez votre rôle de pharmacien d'officine en indiquant des dermocorticoïdes forts, par exemple, ou en les délivrant sur ordonnance. Voici les produits qui existent aux États-Unis et en Europe. Et puis, on passe maintenant, après les thérapies topiques ou localisées, en dermatologie, nous avons aussi des cancers pour lesquels les thérapies ciblées sont spécifiquement indiquées. Celles qui sont au caractère non opérable, non accessibles à la radiothérapie, telles le vismodégib ou le sonidégib, qui sont des thérapies ciblant la voie de signalisation Sonic-Hedgehog, et pour lesquelles une efficacité a été totalement prouvée dans les carcinomes basocellulaires localement avancés. Comme vous le voyez sur cette photo, vous en trouverez beaucoup dans la littérature médicale. C'est un produit qui existe depuis assez longtemps. Vous avez aussi de thérapeutiques anti-EGFR, le cetuximab par exemple, spécifiquement approuvé par la FDA depuis déjà 2006, ça fait bien longtemps, dans les carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou certes, mais qui sont de plus en plus utilisés maintenant dans les carcinomes épidermoïdes cutanés localement avancés, comme les photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Pour les mélanomes, des thérapies ciblées, les mélanomes en tout cas non résécables ou métastatiques, des thérapies ciblées qui sont de plus en plus fréquemment utilisées, les inhibiteurs de MEK ou bien ce qu'on appelle les anti-BRAF. Et puis des immunothérapies pour, si vous voulez, un grand groupe de cancers cutanés englobant d'abord les mélanomes, vu que ce sont les anti-CTLA4 et les anti-PD1, avec l'ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab, que les cancérologues et les dermatologues connaissent actuellement assez bien. Et puis des traitements comme le semiplimab, qui est un anti-PD1 qui a eu une indication dans le carcinome épidermoïde cutané principalement.
Dans les lymphomes, les thérapies ciblées comme le brentuximab, anti-CD30, donc ce sont des anticorps monoclonaux, anticorps monoclonal anti-CD30. Le mogamulizumab, qui est un anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur de la chymiokine anti-CCR4, donc pour les lymphomes T. Et puis le classique, le très connu, rituximab, anticorps monoclonal anti-CD20, qui est le plus vieil anticorps monoclonal pour les lymphomes B, par exemple cutanés. Alors voilà pour le deuxième axe, délivrance de traitements spécifiques. Pour le troisième axe, il faudra aider à l'identification et à la gestion des effets secondaires cutanés des thérapies anticancéreuses, tout cancer confondu. Et là, on ne s'éloigne pas de la dermatologie, mais on fait le lien entre les autres spécialités qui vont utiliser des produits anticancéreux, des thérapies anticancéreuses, et les effets secondaires dermatologiques qui sont parmi les plus fréquents, en tout cas, chez les patients qui sont traités par les cancéreux. L'accompagnement thérapeutique est nécessaire et quelquefois même un accompagnement dermocosmétique de ces traitements. Donc, reconnaître et accompagner les toxicités cutanées, ça veut dire qu'on va prendre en charge tout type de traitement anticancéreux, vu qu'ils peuvent être la cause, vu qu'ils peuvent en être la cause. Il faudra donc probablement au sein des officines, mais aussi au sein d'institutions un peu plus grandes, au sein de l'hôpital, définir des actions pour mettre en place l'accompagnement des patients atteints de cancer. C'est un accompagnement assez spécifique. Et puis, bon, évidemment, devoir maîtriser certaines techniques de communication. En effet, les effets indésirables dermatologiques des traitements anticancéreux sont assez nombreux, ils sont même très nombreux. Donc ils ne peuvent pas, j'ai mis ne doivent pas, mais ils ne peuvent pas être négligés parce qu'ils peuvent être un frein à l'observance du traitement et qu'ils impactent grandement la qualité de vie en attaquant l'image de soi, en altérant les échanges tactiles et puis surtout en dévoilant la maladie. Même si on a un cancer interne, on va dire d'organes internes, il finit par se voir si on a des effets secondaires des traitements. Ils sont nombreux, mais ils sont aussi divers, vu que leur toxicité, elle peut atteindre la peau, elle peut atteindre les muqueuses, elle peut atteindre les fanères, donc les ongles, les cheveux, avec aussi une tendance à la fragilisation, à la dégradation de la barrière cutanée, puisque ce sont des antiprolifératifs. Qu'il faudra probablement construire des anticipations, voire des solutions pour leur faire face, et puis qui doivent être maîtrisées par les professionnels de santé de première ligne et les professionnels, même si je ne l'ai pas écrit, de proximité que sont les pharmaciens. Donc évidemment, je ne vais pas tout vous citer, mais ça c'est juste pour vous montrer que les effets secondaires des thérapies anticancéreuses sont nombreux et qu'ils sont de plus en plus nombreux, vu qu'ici, c'est les effets secondaires des chimiothérapies. Ici, je n'ai même pas réussi à les agrandir pour toute la slide, mais ce sont les effets secondaires des thérapies ciblées, les effets secondaires cutanés, et ici, les effets secondaires des immunothérapies qui sont de plus en plus utilisés dans la majorité des cancers, qu'ils soient cutanés ou pas. Et puis, donc rapidement, ces effets indésirables dermatologiques, vous pouvez avoir votre rôle en officine. Ils impliquent quelquefois, ils sont secondaires plutôt à des traitements physiques, comme les cicatrices post-chirurgicales qui ne doivent pas être considérées juste comme des séquelles esthétiques, parce qu'il faudra conseiller des émollients, des gels siliconés, il faudra orienter vers un dermatologue si vous suspectez une surinfection, par exemple, et informer surtout le patient que la cicatrisation est assez longue, qu'elle peut aller jusqu'à 18 mois. Les radiodermites aiguës et tardives sont actuellement très très rares, mais lorsqu'elles ont été sévères, gardez quand même à l'esprit qu'il faut conseiller aux patients de se faire suivre par le dermato un petit peu au long cours, parce qu'il peut y avoir un risque d'évolution justement vers certains carcinomes cutanés. Professeur, il vous reste 5 minutes. Oui, je termine. L'alopécie chimio-induite aussi est une préoccupation du patient. C'est l'un des effets secondaires les plus fréquents, avec cet impact psychologique majeur. Conseil, informer sur le casque réfrigérant, qui est un véritable dispositif médical à mettre à disposition pour certains patients.
Les érythèmes toxiques à la chimiothérapie au niveau des plis, si le patient transpire, ça va donner justement une excrétion de ces produits. Attention à ces plaques inflammatoires prurigineuses. Vous pouvez conseiller d'éviter les pansements, d'éviter les vêtements serrés, d'éviter les zones en contact avec la sudation. Ça, c'est un conseil que vous pouvez facilement donner au comptoir. Le syndrome même pied, dans beaucoup de chimiothérapies aussi, on conseillera des lavages doux, des émollients, des bains frais. Il existe des semelles rafraîchissantes que vous pouvez mettre à disposition de ces patients. La teinte des ongles aussi doit faire partie de la prise en charge, en tout cas répondre à la préoccupation du patient. Des hyperpigmentations pour lesquelles vous pourrez proposer des photoprotections adaptées. Des éruptions comme de l'acné avec des propositions de savon ou d'hygiène rigoureuse, des sécheresses cutanées où vous pourrez proposer ce qu'on appelle des émollients ou des produits hydratants, quelquefois même des eaux thermales qui peuvent un petit peu apaiser l'effet de prurite. Et puis cette hyperkératose, vous pouvez donner à l'extrême des hyperkératoses comme des corps plantaires, vous pourrez donner des crèmes allurées par exemple. Tout ça, ça peut se faire en pharmacie de ville. Et puis pour les anti-PD-1, ils sont de plus en plus nombreux, vous allez de prescriptions de plus en plus larges, vous allez voir de plus en plus d'effets secondaires, vous allez avoir des effets, des demandes de plus en plus fréquentes, des exanthèmes, des réactivations d'un nouveau psoriasis, des réactions comme du vitiligo. Il faut être prêt à répondre à votre patient. Ma conclusion pour la peau, les cancers et le pharmacien, c'est que les enjeux, j'espère que vous l'avez bien compris, ils sont très importants, qu'il y a beaucoup de domaines d'intervention du pharmacien, c'est multiple et assez divers, que le pharmacien hospitalier, je pense, est aussi important que le pharmacien d'officine dans cette prise en charge du début au bout du traitement, que l'implication dans chaque étape dans la lutte contre le cancer de la peau est importante pour le pharmacien d'officine mais aussi hospitalier, qu'il y a une implication dans le parcours de soins du patient atteint de cancer cutané, que l'accompagnement est important car il vise à améliorer aussi, en plus de traiter le cancer, améliorer la qualité de vie des patients sous traitement anticancéreux. Donc voilà quelques-unes de mes références. Avant de vous remercier, pensez aux dermatologues pour les cancers cutanés. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur.